Bonjour Eva Milési, bonjour professeur Noncé. Merci de m'avoir consacré ce temps d'échange. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore que Eva Milési, vous êtes diététicienne nutritionniste et formatrice spécialisée en maladies digestives chroniques. Et professeur Lancé, vous êtes hépato-gastroentérologue et chef de service gastroentérologie de l'hôpital Lyon-Sud. Alors, l'EMICI regroupe la maladie Crohn et la rectocolite hémorragique. On évoque à peu près 370 000 Français atteints par ces pathologies. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, professeur, nous expliquer ce que sont les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, MICI, c'est maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ça intègre deux entités, finalement, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Toutes deux qui sont caractérisées par de l'inflammation au niveau du tractus digestif. Les symptômes, c'est des diarrhées, c'est des douleurs abdominales, c'est un amaigrissement. Ça peut être également des symptômes extradigestifs, notamment articulaires, des douleurs, des arthralgies, mais également de l'inflammation au niveau oculaire ou au niveau cutané. La maladie de Crohn, sa différence avec la rectocolite hémorragique, c'est qu'elle peut toucher cette inflammation l'ensemble du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, de façon souvent segmentaire, alors que dans la rectocolite hémorragique, c'est une atteinte exclusive du rectum, plus ou moins du côlon, et c'est tout. Ce n'est pas une maladie orpheline, c'est une maladie inflammatoire, puisque c'est 8 000 nouveaux cas en France par an, mais c'est également en Europe 3 millions de patients. Dans le monde, c'est 10 millions l'estimation des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est une des particularités, c'est les sujets jeunes. C'est quasi toujours des sujets jeunes, avec un pic entre 15 et 35 ans. Le diagnostic, il se fait à la coloscopie, parfois à l'imagerie, à l'échographie ou à l'IRM. Et une des particularités de ces maladies inflammatoires, c'est l'évolution. Une poussée entrecoupée de périodes plus ou moins longues de rémission, puis de nouveau une poussée inflammatoire. Et puis sa cause est inconnue, pour l'instant en tout cas. Son mécanisme, il est très complexe et multifactoriel. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent, il y a des facteurs environnementaux, et l'alimentation a toute sa place dans ces facteurs environnementaux, au même titre que le microbiote intestinal. Il y a des facteurs immunologiques, l'immunité est anormalement exacerbée dans ces maladies. Et puis, il y a la barrière intestinale, l'intestin, sa porosité, sa perméabilité intestinale qui est accrue. Voilà en quelques mots ce que représentent ces maladies inflammatoires de l'intestin. Alors justement, vous évoquiez les déclencheurs de la maladie qui sont inconnus, on ne sait pas exactement aujourd'hui. Je voulais qu'on revienne sur l'alimentation en fait. Donc il y a des études qui ont mis en lumière les fameux gradients nord-sud en fait, qui expliqueraient la prévalence des MICI dans les pays industrialisés. Moi, je voulais savoir si l'alimentation joue un rôle dans ces pathologies. Alors, elle joue un rôle clé en conditionnant notamment le microbiote fécal, le microbiote intestinal, qui lui aussi joue un rôle crucial, ça s'est bien démontré, dans la genèse de l'inflammation, non seulement dans son initiation, mais aussi dans sa chronicisation, dans sa perpétuation du processus inflammatoire, qui conduit lui-même aux lésions intestinales et aux symptômes de chacune des deux maladies, Crohn ou rectocolite hémorragique. Donc, l'alimentation est clé. Il y a des données épidémiologiques maintenant bien faites qui démontrent un surrisque de développer des maladies inflammatoires de l'intestin en fonction de l'alimentation, et notamment de l'alimentation dans l'enfance, dans des périodes relativement précoces de la vie, avec des grandes études épidémiologiques qui ont montré que finalement les patients qui avaient une alimentation relativement riche en fruits, en légumes, en acides gras oméga 3 qui sont contenus dans les poissons, avaient un risque plus faible de développer ce type de maladie inflammatoire digestive, alors qu'à l'inverse, des patients qui avaient dans l'enfance une alimentation finalement riche en viande rouge, riche en sucre, et notamment en sucre raffiné, en boissons sucrées, en confiserie, et qui avaient une alimentation faible en légumes, en légumineuses, en fibres, avaient un risque accru de développer ce type de pathologie. Donc, vis-à-vis du risque, l'alimentation joue un rôle clé. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi, on va en reparler avec vous, Eva, la fameuse étude de Benoît Chassaing et de son équipe à l'INSERM sur l'homme. Et c'est une première, donc elle est sortie, cette étude, elle a été publiée en décembre dernier, pardon, et elle évoque en fait les impacts délétères du carboxyméthylcellulose sur le microbiote et le mucus intestinal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bonjour à tous tout d'abord. Donc en effet, on a un impact de cette alimentation ultra transformée sur notre microbiote et sur notre mucus intestinal, notamment tout ce qui est émulsifiant,
va avoir un impact au niveau de la fluidification de ce dit mucus. Donc, en effet, pour renforcer ce que vient de dire le professeur Noncé sur le fait qu'il y a une alimentation qui va plus prédisposer à ce système inflammatoire, eh bien, on a cette alimentation ultra transformée qui aujourd'hui occupe nos placards et qui a un impact notable sur ces pathologies et sur notre microbiote notamment. Donc, au-delà de l'appauvrissement en fibres que l'on peut retrouver dans notre alimentation et puis parfois des déséquilibres que l'on connaît, eh bien, on ne peut pas aujourd'hui occulter le fait qu'une alimentation brute sera à privilégier dans ce type de pathologie. Je voulais qu'on évoque aussi, on en a parlé rapidement, professeur, vous parliez de l'alimentation chez les tout-petits. J'ai vu des chiffres en fait, qui évoquaient une explosion dans les formes pédiatriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai que les formes pédiatriques, c'est des formes de plus en plus fréquentes et je crois que ça représente globalement maintenant 20%, un patient sur 5 de nos maladies inflammatoires a une forme pédiatrique. La fréquence ces dernières décennies de ces formes pédiatriques, chez les 13-19 ans, c'est à peu près ce qu'on retrouve en clinique, a été multipliée par 2 ces dernières décennies. Donc il y a vraiment un facteur et probablement un facteur environnemental. On ne peut pas imaginer sur des courtes périodes comme ça une composante génétique qui aurait changé. Ces formes pédiatriques, elles sont non seulement donc de plus en plus fréquentes, mais elles sont aussi de plus en plus sévères. Et c'est des patients souvent qui ont des formes de maladies extrêmement sévères, étendues, réfractaires, parfois associées à des risques chirurgicaux, de résection itérative. Donc, ça pose évidemment question. En effet, c'est là que l'on donne du sens à toute la prise en charge globale que l'on doit proposer à ce type de patients. Parce que d'un point de vue diététique, j'entends, il ne faut pas s'arrêter qu'à l'alimentation, mais finalement l'inclure dans un environnement, dans une hygiène de vie, tout en considérant du coup le parcours médical du patient. Quand j'entends hygiène de vie, c'est également le sommeil, le rythme de tout un chacun. Et son activité physique, etc. Parce qu'on se rend bien compte, en effet, que là, il y a un impact environnemental qui est notable. Et je crois que l'accompagnement, là, pour le coup, d'une diététicienne systématique chez ces patients, notamment des formes pédiatriques, mais pas que, est extrêmement important. Il fait partie, c'est un rôle central dans la prise en charge de nos patients. C'est un accompagnement à la fois en termes de prévention, en termes de gestion de l'alimentation ou de tout ce qu'il y a autour, tous ces éléments ajoutés dont Eva nous a parlé tout de suite. C'est extrêmement important d'avoir dans notre réseau de professionnels de santé, nous, MIKistes, spécialistes de ces maladies inflammatoires, une diététicienne à l'écoute de ces patients. On parle aussi donc, dans les piliers pour la prise en charge donc, de l'alimentation, l'activité physique. On évoque aussi les émotions et le stress. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il a une incidence aujourd'hui? Alors, ce n'est pas si bien démontré que ça chez l'homme, parce que c'est difficile à démontrer le rôle du stress dans le développement d'une poussée, chez un patient qui va bien, même si on a tous, dans notre expérience personnelle, des patients qui, au décours d'un grand stress de la vie, notamment perte d'emploi, un décès ou perte d'un enfant, ont développé une exacerbation de leur poussée de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Mais l'association chez l'homme est difficile à appliquer. Il y a des patients très stressés qui ne font pas de poussée et pas de maladie, et puis des patients non stressés qui développent des formes parfois extrêmement invalidantes. Chez l'animal, c'est bien plus démontré qu'un animal que l'on stresse expérimental dans des conditions standardisées, effectivement, est plus susceptible à développer une inflammation intestinale, des anomalies de la perméabilité intestinale, une réponse immunitaire anormale et qui conduit à une symptomatologie de type maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, probablement que les années à venir, plus que le stress, c'est d'ailleurs l'adaptation au stress chez l'homme qui paraît être la cible la plus importante. C'est pas de réduire le niveau de stress, c'est d'arriver à le gérer différemment, à s'adapter à ce niveau de stress de la société actuelle. Très bien. Alors, il est vrai qu'en cabinet libéral, même si le stress, finalement, ne génère pas de poussée inflammatoire, très souvent, il est lié à un inconfort digestif. Et on se rend bien compte qu'un patient qui aurait tendance à tolérer de nombreux aliments, de nombreux modes de cuisson, etc., suite à un événement stressant, on va avoir des intolérances qui vont avoir lieu et il va devoir quelque part rétrograder par rapport à ses habitudes alimentaires. Donc,
il faut quand même le considérer et le prendre en charge et accompagner les patients sur cette gestion du stress parce qu'on sait qu'au niveau du confort digestif, il va y avoir un impact et donc indirectement au niveau de la qualité de vie derrière. Je rebondis sur le stress dans les maladies non inflammatoires qu'on appelle l'intestin irritable, le syndrome de l'intestin irritable. Là, pour le coup, est globalement bien démontré. Et on sait qu'il y a une surreprésentation dans nos maladies inflammatoires de l'intestin de cet intestin irritable. Donc, globalement, on considère c'est 20% des patients avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique qui ont ce syndrome de l'intestin irritable, donc beaucoup plus que la population générale, même si c'est une pathologie relativement fréquente. Donc, d'où peut-être cet effet stress sur le confort digestif. Ouais, j'avais même lu une prévalence du S2I de 60% pour la maladie de Crohn. Moi, j'avais Alors, même. ouais, Ça vous c'est paraît peut-être un énorme? peu beaucoup, 60%, mais ça dépend des séries, ça dépend des études, ça dépend Ouais, de je me la souviens façon dont on plus. fait le diagnostic de ce S2I. Mais globalement, en tout cas, il faut y penser. Il y a des patients qui ont des symptômes digestifs sans inflammation. Et puis, à d'autres moments de leur vie, ça va être de l'inflammation responsable des symptômes. D'où la nécessité, nous, pour évaluer l'efficacité d'un traitement, d'avoir des marqueurs objectifs, ne pas se limiter à des symptômes, douleurs, diarrhée, inconfort. Il faut aussi des marqueurs objectifs d'inflammation pour guider la thérapeutique et la prise en charge. Oui, parce qu'il faut bien faire le distinguo entre une poussée inflammatoire et des troubles digestifs. On est bien d'accord, parce qu'il y Tout a à fait, parce que confusion. finalement, un traitement de la maladie de Crohn, par exemple, qui est un traitement plutôt immunosuppresseur ou anti-inflammatoire, il ne va pas avoir d'efficacité sur la pathologie fonctionnelle digestive. Il ne va pas avoir forcément d'efficacité sur un S2I. Donc, on ne va pas optimiser un traitement chez un patient qui a des symptômes digestifs, mais en lien plus avec une exacerbation de son S2I. À contrario, le patient qui a une poussée inflammatoire mal contrôlée sous traitement immunosuppresseur quel qu'il soit, on va l'optimiser, le modifier, l'adapter dans la perspective d'un contrôle de sa maladie. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces précieuses informations. Et puis, on se retrouve pour une prochaine interview au regard croisé. Merci, professeur, et merci, Eva. Merci à vous, Alexandra.